y a quelques années, j'ai rencontré un homme à une conférence scientifique. Il travaillait pour le Wall Street Journal, il était brillant. On a flashé l'un sur l'autre. Quelques semaines plus tard, on a passé un week-end ensemble à Londres. On s'est baladé dans la ville, on a écumé les petits cafés, les musées, en échangeant d'agréables plaisanteries intellectuelles. Il évoquait son roman préféré ou une œuvre d'art, et je lui répondais par une subtile boutade. Je passais du bon temps, et je commençais à rêver d'une vie commune. Le dernier soir, je lui ai demandé quand il voulait me rendre visite à Copenhague. Il y a eu un silence. Puis cet homme merveilleux m'a dit en fixant ses pieds qu'il ne voulait plus me revoir. Plus jamais. Que j'étais trop en colère, trop agressive. J'étais choquée. Je m'étais même imaginée pendant tout ce temps avoir été charmante, alors qu'en fait, j'avais été insupportable. J'ai souvent l'impression d'être en désaccord avec le monde qui m'entoure. Si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre. C'est comme si ma personnalité se retournait contre moi. J'aimerais changer. Je m'appelle Lone Frank. Je suis danoise, je suis auteure, journaliste et titulaire d'un doctorat en neurobiologie. Je ne crois pas à l'âme. Ou plutôt, je crois que ce qu'on appelle l'âme est purement biologique. Le point de départ, c'est notre génome. Il joue un rôle décisif dans la façon dont nous fonctionnons et dont réagit notre cerveau. Nous, les humains, nous sommes des machines biologiques complexes et j'aimerais trouver le moyen de changer en apprenant à me connaître moi-même. J'ai décidé de faire un voyage, de rendre visite à des généticiens de renommée mondiale pour comprendre mon propre héritage génétique. Mais je dois d'abord savoir qui je suis et évaluer ma personnalité. À cet effet, je vais utiliser un outil scientifique reconnu, le modèle en 5 facteurs. Ce test révèle les dimensions et les facettes de la personnalité. Je réponds à un questionnaire en ligne en 200 points, puis je rencontre un psychologue pour faire le bilan. On peut décrire la personnalité à l'aide de 5 facteurs qui s'appliquent à chacun de nous. Le premier, ce sont les réactions émotionnelles. On mesure les émotions négatives et l'impact qu'elles produisent. Votre score est élevé. Qu'en dites-vous? J'en ai toujours eu conscience. S'il y a une chose qui me caractérise, c'est bien ça. Je me focalise sur les choses négatives. La dimension suivante, c'est l'extraversion. Et là, votre score est faible. Les personnes situées tout en haut de l'échelle aiment la compagnie des autres. Honnêtement, j'ai l'impression que les gens me pompent mon énergie. Alors, ça veut dire que... En fait, je n'aime pas beaucoup les gens. D'accord. Surtout s'ils s'approchent trop près. La dimension suivante, c'est l'agréabilité. Votre score pourrait difficilement être plus bas. Cette dimension correspond aux relations humaines. Les gens qui obtiennent un score élevé vont vers les autres. Ceux qui ont un score faible les tiennent à l'écart. D'après ce que je comprends, c'est votre cas. Oui, mais je ne pensais quand même pas être tout en bas de l'échelle. Je doute que les gens vous perçoivent comme quelqu'un d'antipathique. Certains doivent se dire que je ne suis pas très chaleureuse. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça comme ça, sur le papier, de l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas très agréable. Pas très agréable. Non. Ça reflète des attitudes négatives face à la vie et au monde en général. Une approche négative et extrêmement critique des choses.
J'imagine que c'est pour ça que j'ai l'impression de porter un fardeau, que je me dis, le monde ne tourne pas rond, la vie est dure. Vous trouvez? Oui, c'est ce que je pense parfois. J'ai le sentiment de pédaler dans la semoule. C'est la galère. Mon père était alcoolique, ma mère dépressive. J'ai entendu parler toute mon enfance d'arrière-grand-père et d'oncles lointains qui se sont suicidés, et j'ai moi-même lutté contre des idées sombres. Mais quelle est la part de la génétique dans tout ça? Quel pourcentage de ce que je suis était là dès le départ? Notre vie est-elle prédéterminée dès la naissance par notre matériel génétique? Peut-on se changer soi-même? Et qu'entend-on exactement par patrimoine génétique? Notre ADN est un petit alphabet composé de seulement 4 lettres, A, T, G et C. On pourrait dire que les êtres humains sont créés à partir d'informations, d'une série de lettres qui, ensemble, forment des phrases. Ces phrases sont nos gènes. Pour moi, ce sont comme les phrases d'un livre, une sorte de schéma interne qui définit nos possibilités. Nous sommes au cœur d'une révolution génétique et les tests sont désormais accessibles à tous. J'ai envoyé un échantillon de salive à un laboratoire islandais qui a identifié, parmi les quelques 25 000 gènes présents dans mes cellules, ceux qui étaient les plus importants. De nos jours, chacun peut étudier son matériel génétique. Les phrases de notre livre personnel nous dévoilent des secrets sur notre apparence physique, sur les maladies auxquelles nous sommes prédisposés. Mais prédisent-elles également ce qui se passe dans notre tête? Nous révèlent-elles qui nous sommes ou qui nous pouvons devenir? J'ai une vision assez sombre du monde, et c'est sous le ciel gris de Newcastle que je vais rencontrer un spécialiste de la personnalité. Daniel Nettle est professeur de psychologie. Il s'intéresse aux mécanismes de la personnalité et aux raisons pour lesquelles nous sommes ce que nous sommes. J'ai fait le test du modèle en 5 facteurs. Jetez-y un œil. Je suis quel genre de personne? Une seconde. On ne peut pas dire que vous soyez une personne sociable, mais vous êtes potentiellement très créative. Et ça, vous souffrez parfois d'insomnie, mais vous faites plein de choses intéressantes. Oui. Mais tout ça, vous le savez déjà, puisque ce test s'appuie sur vos propres réponses. Oui. Je crois qu'on se demande tous ce que c'est que la personnalité. C'est une notion très floue. Eh bien, il y a des gens dont on peut anticiper les réactions. Certains amis, vous vous glissez derrière eux, vous faites du bruit, ils vont sauter au plafond. Alors que d'autres vont simplement dire « Pourquoi tu as fait ça ?» Il existe des différences fondamentales au niveau du système nerveux. C'est ce qui détermine la façon dont les gens réagissent. Par exemple, s'ils ont facilement peur ou pas. Et c'est une constante dans la vie. Si enfant vous aviez facilement peur, vous aurez facilement peur à l'âge adulte. Je me suis intéressé au bonheur. J'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai découvert que ce qui conditionne le bonheur d'un individu, disons de 40 ans, ce n'est pas son salaire, ni la beauté de sa femme, ni sa réussite professionnelle. C'est le bonheur qu'il éprouvait à l'âge de 15 ans. C'est incroyable. C'est choquant en fait. C'est une découverte terrifiante, mais il y a des constantes dans la vie des gens. Les enfants anxieux deviennent des adultes anxieux. Les enfants souriants deviennent des adultes heureux. C'est quelque chose qu'on garde. Si vous leur posez la question, beaucoup de gens vous diront, mais ce n'est peut-être qu'une illusion, qu'ils peuvent changer de personnalité. Vous pouvez changer de vie, mais il y a une différence entre changer de personnalité et changer de vie. Si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, vous pouvez agir. Vous serez toujours enclin à réagir de manière anxieuse. Mais vous pouvez apprendre à gérer votre état. Vous dites qu'on peut changer la façon dont on vit sa vie, mais qu'on ne peut pas vraiment changer de personnalité. Elle reste assez stable toute notre vie.
Exact. Diriez-vous que vous êtes plus heureux maintenant que vous avez étudié pendant très longtemps la personnalité et compris ces choses? J'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière scientifique à me lamenter de ne pas être comme ces chercheurs qui refont sans cesse la même expérience, qui persévèrent jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mais ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Il faut essayer d'accepter que nos forces ne sont pas les mêmes que celles des autres. Au lieu de se forcer à changer, il faut se dire « voilà qui je suis, voilà mes atouts ». C'est très libérateur. On est ce qu'on est. Oui. Mais pour beaucoup de gens, ça paraît fou. Ça leur paraît fou jusqu'à ce qu'ils aient leur deuxième enfant. Et là, ils disent « j'ai tout fait pareil, et pourtant, entre l'aîné et le cadet, il y a autant de différences qu'entre un martien et un terrien. Ils sont différents, ils réagissent différemment. Et c'est pour ça que je ne me comporte pas de la même manière avec chacun d'eux. » On peut donc en conclure que la redistribution des cartes génétiques joue un rôle considérable. Ça m'a fait réfléchir. Comment j'étais à l'âge de 15 ans? Je n'étais pas facile. J'étais une ado terrible. Très difficile à vivre. Il a dit que je n'étais apparemment pas très sociable. C'est vrai, mais je pense malgré tout que j'ai énormément changé depuis mes 15 ans. D'après Daniel Nettel, je devrais m'accepter comme je suis et renoncer à changer. S'en remettre au destin, ça me semble dépassé. Je ne peux pas me limiter à ça. Me contenter d'accepter le côté sombre contre lequel je me bats. Je veux mieux comprendre ce qui m'a façonné. C'est bizarre. Quand je repense à mon enfance, ce ne sont presque jamais les premières années qui me reviennent en mémoire. La maternelle, l'amour de mes parents et de mes grands-parents, les jeux avec les enfants du quartier, l'existence douillette et sûre des classes moyennes. Non, pour moi, l'enfance s'est cristallisée autour d'un drame survenu plus tard, d'une époque dont je n'ai aucune photo, car personne n'a eu l'envie ni l'énergie de l'immortaliser. Mon père buvait beaucoup. Alors que j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé. Ils se sont déchirés. La famille a éclaté. Peu après, ma mère a appris qu'elle avait un cancer. Elle est morte alors que j'étais encore au lycée. Pour moi, c'est ça mon enfance. Je sens que c'est ce qui m'a façonné. À Londres, je vais rencontrer le psychologue Robert Plomin, qui a mené une étude sur de vrais jumeaux génétiquement identiques pour déterminer si l'environnement familial joue un rôle sur la construction de notre personnalité. Sait-on dans quelle mesure nos parents et notre éducation déterminent notre personnalité d'adulte? On peut penser, sans trop se tromper, que l'éducation joue un rôle majeur. Les enfants grandissent avec leurs parents et ces derniers ont beaucoup d'influence sur eux. J'ai remarqué une chose chez mon père. Il a toujours été soupe au lait. C'est un sanguin. C'est quelqu'un d'équilibré, mais quand il se met en colère, il explose. Et je retrouve cette tendance chez moi. On peut donc raisonnablement penser que j'imite sa façon, sa mauvaise façon de gérer les situations difficiles. La psychologie part du principe que l'environnement conditionne entièrement ce qu'on observe au sein d'une famille. Comme la tendance qu'ont a, mon père et moi, à nous mettre en colère. Ou les maladies mentales, les aptitudes cognitives, la personnalité. Mais quand on a commencé à étudier les gènes, on s'est rendu compte de l'influence qu'avait la génétique. Dans les années 1970, John Lewin a écrit un livre. C'est ce vieux bouquin tout écorné qu'on ne trouve plus en librairie. Ce livre s'intitule « Hérédité, environnement et personnalité », une étude de 850 paires de jumeaux. C'était la première fois qu'un auteur rassemblait de telles informations pour montrer que la composante génétique est si forte qu'elle explique l'origine des ressemblances familiales. Ce qu'on observe au sein d'une famille relève à la fois de l'inné et de l'acquis. Mais il semble que c'est l'inné qui explique les ressemblances familiales.
Il a été le premier à dire, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'important, ce sont certainement les influences environnementales qui sont spécifiques à un individu et qui ne sont pas partagées par les autres enfants grandissant dans la même famille. J'avais 7 ans et demi quand mon frère est né. Nous partageons la moitié de nos gènes et vu de l'extérieur, nous nous ressemblons beaucoup. Pourtant, nous ne pourrions pas être plus différents. Nos parents et notre entourage nous ont toujours dit à quel point nous étions différents. D'après mes souvenirs, j'étais une enfant timide, réservée et boudeuse. Je souris sur les photos, mais tout le monde le fait. Mon frère, lui, était un bébé exubérant, un de ces enfants qui attirent toujours l'attention. C'est très surprenant. Selon Freud, ce sont nos parents qui nous façonnent. Quelle est la preuve la plus convaincante qu'ils n'ont guère d'influence? De vrais jumeaux, élevés séparément, sont un excellent exemple de l'influence de la génétique. Des individus génétiquement identiques élevés dans des environnements distincts. L'exemple inverse montrant l'influence de l'environnement, ce seraient les enfants adoptés qui sont placés dans un même foyer. 2 enfants sans lien génétique qui grandissent dans la même famille. Si grandir dans la même famille vous rend similaire, ils devraient être similaires. Or, on constate qu'il n'y a aucune corrélation entre les membres d'une fratrie adoptive, aucune similitude. Ça ne signifie pas que la famille ne compte pas. Ça veut simplement dire que la personnalité des parents n'affecte pas la construction de la personnalité des enfants par l'environnement. Ce lien-là est d'ordre génétique. Mais nos parents sont bien sûr très largement responsables de notre bonheur et des ressources dont nous disposons pour développer nos propensions génétiques. Je trouve ça extrêmement intéressant de se dire que le seul environnement qui ne semble pas affecter notre personnalité, notre psychologie, c'est précisément celui qu'on croyait être la base de tout. L'environnement familial, le père et la mère. C'est tellement contraire à l'intuition. Ça paraît incroyable. Mais comme l'a dit Robert Plomin, en observant des enfants, des jeunes enfants, voire des fœtus, on constate que leur réaction aux stimuli et aux événements est à la fois différente et caractéristique. Donc oui, on a bel et bien une personnalité, et celle-ci s'acquiert très tôt. Si les gènes nous façonnent davantage que ne le font nos parents, comme l'affirme Robert Plomin, j'ai besoin d'en savoir plus à leur sujet, de connaître leur rôle exact. Je contacte l'université Duke, en Caroline du Nord, pour prendre rendez-vous avec un spécialiste dont les travaux repoussent les limites des connaissances. Pendant mon vol au-dessus de l'Atlantique, je me plonge dans les premières études qui décrivent les interactions entre les gènes et l'environnement. Une lecture intéressante. Nous connaissons une poignée de gènes qui agissent dans notre cerveau et exercent une influence déterminante sur notre psychisme et notre personnalité. 2 de ces gènes sont appelés MAOA et SERT. Ils présentent chacun 2 variantes qui ont une influence différente sur la chimie du cerveau. Une variante robuste et une variante sensible. Alors qu'ils étudiaient ces variantes il y a 10 ans, les psychologues Terry Moffitt et Avshalom Caspi ont réalisé une percée scientifique majeure. En examinant plus de 1000 individus, ils ont découvert que la combinaison de l'environnement et de telle ou telle version de ces gènes a une influence majeure sur le comportement de l'enfant devenu adulte. Une variante sensible du gène MAOA couplée à une enfance traumatisante entraîne un risque accru d'agressivité, voire de délinquance. De même, une variante sensible du gène SERT couplée à des traumatismes subis dans l'enfance entraîne un risque accru de dépression. En bref, ce ne sont pas les gènes seuls ni les traumatismes seuls qui déterminent notre développement.
Tout dépend de la façon dont a été concocté notre cocktail personnel d'inné et d'acquis. L'étude de mon propre matériel génétique m'a désagréablement surprise. Il s'avère que je n'ai que des variantes à risque, aucune robustesse. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu à la grande loterie génétique. Dois-je me considérer comme une vraie catastrophe? Comme une personne qui a besoin d'être dorlotée et couvée? J'ai besoin de comprendre le lien entre l'action de ces gènes dans mon cerveau et ma façon d'appréhender le monde. Dans ses travaux de recherche, Ahmad Hariri établit des ponts entre la génétique pure et la vie telle qu'elle est réellement vécue. L'objectif de notre recherche, c'est de comprendre les différences individuelles. Pourquoi deux individus confrontés au même événement vont-ils réagir très différemment? Et plus précisément, quels sont les facteurs biologiques qui nous font réagir différemment et qui sont à l'origine de ces différences qu'on voit chez les uns et les autres? Un frère et une sœur peuvent réagir très différemment face à la mort d'un parent. L'un peut se montrer résilient, organiser l'enterrement et aider le reste de la famille à faire son deuil et à surmonter l'épreuve, tandis que l'autre s'effondre. Pourquoi? C'est la même expérience, la mort d'une mère ou d'un père. Et pourtant, ils ont des réactions complètement différentes, voire radicalement opposées. Il s'agit de deux individus génétiquement apparentés, mais pas identiques. Et ces différences génétiques peuvent influer sur la façon dont leur cerveau traite l'information et déterminer s'ils seront résistants au stress, comme on dit, ou vulnérables au stress. Quand notre mère est morte, je me suis complètement effondrée. Pendant longtemps, je n'ai plus eu envie de rien. Mon frère, lui, semblait accepter sa disparition sans sourciller. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était beaucoup plus jeune ou simplement parce qu'il est plus résistant. Aujourd'hui encore, il fait partie de ces gens capables de gérer n'importe quelle forme de stress. Tout le contraire de moi. Il existe une structure dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale. Elle est présente chez tous les vertébrés et remplit globalement la même fonction, que ce soit chez un lézard, un oiseau, un singe ou un homme. Une des fonctions principales de l'amygdale est de gérer les menaces, de nous avertir des dangers auxquels on est exposé. On a besoin du stress. Il est absolument essentiel à la survie de toutes les espèces. Sans le stress, notre espèce se serait éteinte il y a très longtemps. Car rien ne nous déstabiliserait, rien ne nous stimulerait. On avancerait à l'aveuglette, et paf, on se ferait manger par un lion au point d'eau. C'est pas terrible. Mais ce stress doit être régulé. Il faut réagir. Mais une fois qu'on a géré le stress, il faut être capable de se calmer et d'inhiber la réaction de stress. Ça fait intervenir une autre zone du cerveau. Absolument. L'amygdale ne s'occupe pas vraiment de ce qui se passe par la suite. J'aime la comparer à une sorte de chien de garde. Quand on est dans notre lit la nuit, qu'on dort et que notre chien se met à aboyer très fort, l'amygdale détecte un problème, comme le chien. Il se passe quelque chose dehors. Ça ne me plaît pas. C'est différent, c'est bizarre. Je vais avertir mon maître. Je vais lui faire savoir que ça m'inquiète. Le maître dans notre cerveau, c'est le cortex préfrontal. C'est dans ce cortex que se loge l'aptitude assez unique de l'être humain à créer, à prédire, à identifier des schémas dans son environnement et, dans ce contexte, à contrôler de très près son comportement. C'est le directeur exécutif. Exact. Le chien aboie, je me lève, je sors de mon lit et je vais voir ce qui se passe. Je vais voir mon chien, je regarde par la fenêtre et je constate que c'est juste une bande de gamins qui passent en faisant du bruit. Mon devoir en tant que maître, en tant que personne responsable, est de dire à mon chien « tout va bien, on retourne se coucher ». Si je ne le fais pas, le chien va continuer à aboyer encore et encore.
C'est en gros ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui présente des troubles anxieux, et même dans une certaine mesure, des troubles dépressifs. Une personne dépressive donne l'impression d'être coupée du monde, repliée, centrée sur elle-même. Son état est à bien des égards la conséquence d'une réaction excessive. La personne a été bombardée de stimulation. Son amygdale a réagi de manière excessive, faute d'un contrôle préfrontal approprié. Et elle s'est renfermée en elle-même. En parlant de chien, j'imagine facilement ma propre amygdale comme un berger allemand grognant et me mordant les talons. Le stress est semblable à un nuage constamment au-dessus de ma tête. Je ne peux y échapper. Les autres ont le droit de se détendre et de profiter de la vie. Moi, je suis une vraie pelote de nerfs. Vous dites que les gènes ont une influence directe sur mon tempérament très tendu. Oui. La génétique nous aide à comprendre comment est ce chien, s'il est gros, s'il aboie fort. Il y a aussi des gènes impliqués dans la capacité du cortex préfrontal à réguler l'amygdale. Êtes-vous un bon ou un mauvais maître? Une de ces variantes se trouve dans un gène appelé COMT. Le COMT intervient pour réguler le taux de dopamine, en particulier dans le cortex préfrontal. Là encore, il en existe deux versions, la VAL et la MET. Concrètement, ça signifie que lorsqu'on est porteur de l'allèle MET, admettons que vous soyez MET-MET... Je le suis. D'accord, donc vous avez relativement plus de dopamine dans votre cortex préfrontal. Ce qui signifie que quand on vous confie une tâche, vous êtes précise et concentrée. Vous êtes capable de focaliser votre attention et de mener le travail jusqu'au bout. Le problème, c'est ce qu'on appelle la persévération. Vous avez fait taire votre chien, les gens ont dépassé votre maison, tout est calme, il n'y a plus de danger. Et pourtant, quand vous retournez vous coucher, vous revenez constamment sur ce qui s'est passé. Je rumine. Oui, vous ressassez. Vous pensez, oh là là, le chien a aboyé. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce qu'ils faisaient dehors, ces gens? Le matin, vous y penserez encore. Vous n'aurez pas fermé l'œil. C'est tout moi, ça. D'accord. Vous comprenez que cette manière de penser peut être très destructrice. La rumination et la persévération sont des symptômes de base de la dépression. Je sais que l'être humain n'est qu'une machinerie biologique, mais c'est une sensation étrange d'être capable de relier cette connaissance abstraite à quelque chose qu'on sent au plus profond de soi. Les mécanismes chimiques évoqués par Ahmad Hariri collent parfaitement avec ma propre expérience du monde, avec ma façon de le voir, de le ressentir. Je ne connais que trop bien la rumination. Il suffit qu'un ami me fasse une remarque pour que je me mette à ruminer. Je me réveille à 4 heures du matin et je me répète de manière obsessionnelle « Que voulait-il dire par là ?» Je suis le genre de personne qui s'inquiète de tout. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que j'ai choisi le bon métier? Est-ce que j'accomplirai quelque chose dans ma vie? Mon cas corrobore les découvertes des scientifiques sur le gène COMT. Les gens comme moi, porteurs de 2 allèles MET, appartiennent à la catégorie des inquiets, tandis que les gens qui possèdent 2 allèles VAL sont des fonceurs, des guerriers. Les guerriers agissent et réagissent, alors que les inquiets méditent et ruminent. Maintenant que je connais ces données génétiques, est-ce que j'ai un moyen d'agir? Je possède tous les allèles dits à risque. Et j'ai aussi des problèmes de personnalité. Névrosisme élevé, agréabilité très basse. Les gens qui me demandent ce qu'ils peuvent faire sont souvent surpris de la réponse. Ils s'attendent à ce que je dise « on va mettre au point un médicament pour ci, pour ça ». En fait, nous disposons des outils comportementaux qui permettent de rééduquer le cerveau. On peut appliquer différentes stratégies comportementales en fonction du patrimoine génétique. L'idée est de calmer le chien de garde à travers une rééducation systématique. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de suivre une approche descendante, qui consiste à reprogrammer le cortex préfrontal pour le rendre plus flexible.
Il s'agit ici d'une décision consciente de se concentrer sur le positif. Mais si vous étiez Mehmet avec 2 allèles courts, que feriez-vous? Sans doute un mélange des deux. En fait, vous savez ce qui pourrait marcher dans votre cas? C'est de boire un petit verre à la fin de la journée. En fait, je bois 2 verres de vin rouge par jour. Ok. Je le fais pour mon cœur. Mais je peux dire que je le fais pour mon cortex préfrontal. Oui, il faut... Ça va vous paraître un peu bizarre, mais quelqu'un comme vous a besoin de déconnecter. Oui. Voyez, juste arrêter de penser. Et un des meilleurs moyens de réduire l'efficacité du cortex préfrontal, c'est de boire de l'alcool. Super. D'accord? Travaillez sur vos capacités attentionnelles. Continuez à boire 2 verres de vin par jour et ça devrait aller. Ma rencontre avec Ahmad Hariri est pour le moment le point fort de mon voyage. D'après lui, j'ai les moyens d'agir. Nos données génétiques nous renseignent sur notre cerveau. Or, notre cerveau, nous pouvons le modeler. Il est malléable et peut donc se modifier. Peut-être y a-t-il des choses à faire, même pour quelqu'un qui a un bagage comme le mien. Mais qu'en est-il lorsqu'on a tiré le mauvais numéro, biologiquement parlant? Quelle sorte de personne devient-on lorsqu'on a la pire combinaison possible de gènes et d'activité cérébrale? Je quitte la Caroline du Nord pour Albany, dans l'État de New York. Je dois y rencontrer un homme qui a étudié pendant des années des scanners de cerveau de criminels. Non pas de simples pickpockets, mais de gens qui ont commis des atrocités. James Fallon étudie le fonctionnement interne de meurtriers de masse. J'ai remarqué, après avoir étudié une vingtaine de cas, qu'ils pouvaient présenter des lésions dans diverses parties du cerveau, mais qu'on retrouvait chez tous un schéma de base. Une activité très faible à la base du lobe frontal, ainsi que dans l'amygdale, dans les lobes temporaux. Les zones du cerveau qui contrôlent le plaisir, la violence, le ça, notamment l'amygdale, fonctionnaient au ralenti. Quant à la zone impliquée dans le contrôle du comportement, dans l'inhibition du comportement, et aussi des codes éthiques et moraux, elle était également désactivée. Chez ces personnes, la zone du cerveau qui nous dit « attention, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça », cette zone était désactivée. J'étais assis à mon bureau. J'avais une énorme pile de scanners. Beaucoup de meurtriers, des meurtriers impulsifs, des psychopathes, quelques gens normaux. Et là, on frappe à la porte. Dave, notre chef technicien, entre et me dit « J'ai les scanners de ta famille ». Je lui dis « Ok, pose-les là ». Je ne pouvais pas faire une analyse complète, je les ai examinés rapidement. Je fais ça depuis assez suffisamment longtemps pour déceler rapidement un problème. Le premier était normal, je passe au deuxième, au troisième, je l'examine, aucun problème. Le quatrième, j'arrive en bas de la pile, je regarde le dernier, et là, ça me saute aux yeux. Je me dis, c'est un meurtrier psychopathe, ou du moins un psychopathe. On ne peut pas identifier un meurtrier à partir d'un scanner, mais il y a des signes distinctifs. Je me suis dit qu'il devait être dans la mauvaise pile, parce qu'il ressemblait à tous les scanners de meurtriers de l'autre pile. J'ai appelé Dave, je lui ai dit « J'ai besoin de ton aide, tu as dû te tromper de pile ». Il est parti vérifier, et il est revenu en disant « Non, c'est bien un membre de ta famille ». J'ai dit « Bon, il faut qu'on sache qui c'est ». On a retiré le scellé et on a lu « James Fallon ». C'était moi. Sur le coup, j'ai éclaté de rire. Ça m'a complètement décontenancé, mais ça ne m'a pas inquiété, parce que je sais que je n'ai jamais tué ni violé qui que ce soit. J'étais un vilain garnement quand j'étais petit, mais c'est tout. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, alors que vous avez le même schéma cérébral que tous ces assassins, vous êtes un brave type. Si, ça a été le point de départ d'une enquête qui a duré plusieurs années. James Fallon et moi poursuivons le même but, une meilleure connaissance de nous-mêmes au niveau moléculaire.
Nous partageons une fascination commune et il est aussi d'excellente compagnie. Il est drôle, il entraîne tous ceux qui l'entourent. Il arrive même à faire sortir de sa coquille un escargot comme moi. Il m'a invité à un barbecue avec ses 3 frères à Saratoga Springs. Me voilà au milieu d'une famille unie par des liens chaleureux. Cela me rappelle que je n'ai moi-même quasiment aucune famille. Je trouve ce lien biologique étrange. Les 4 frères sont très différents, mais ils présentent aussi de profondes similitudes. Ils sont énergiques, extravertis, et ils ont besoin de se sentir exister. On fait des barbecues, des réunions de famille. Ma mère adorait ça. Elle en organisait tout le temps ici, dans cette maison. Quand ses yeux brillaient, c'est qu'elle avait quelque chose à me dire. Tu as vu ce livre sur la famille de ton père? Ce livre a pour titre « Killed Strangely ». Et il raconte l'histoire de la famille Cornell. Mon grand-père s'appelait Harry Cornell Fallon. Mon cousin qui vit ici est aussi un Cornell. De ce côté, on est tous des Cornell. On est d'origine britannique. J'ai commencé à feuilleter ce livre. La première affaire de matricide, le meurtre d'une mère par son fils, on la doit à un de mes ancêtres directs. L'affaire remonte à 1675. Puis à la fin du livre, on parle d'une série d'assassins, tous de la même lignée. Ils sont bien plus nombreux que ce qui était culturellement acceptable à l'époque. On a donc tous ces meurtriers dans la famille. Sur 4 générations du côté de mon père. J'ai donc commencé à examiner les combinaisons génétiques potentiellement responsables. Comment ces zones du cerveau étaient-elles désactivées? Je me suis penché sur un groupe de récepteurs de la sérotonine qui active et désactive ces zones. Je savais, d'après l'étude de Brunner, parue en 1992, qu'il existait une famille hollandaise dont tous les hommes possédaient le gène codeur de la MAOA. Et c'étaient tous des criminels très violents. Ça explique que ce gène ait été baptisé gène de l'agression. Ou gène guerrier. En 2002, Caspi a bien sûr découvert que ce gène n'agit pas seul, mais en interaction avec une maltraitance infantile sévère. À partir de ces données, j'en ai conclu qu'il existe un ensemble de gènes qui désactivent ces zones du cerveau au cours du développement. La taille de ces zones, de l'amygdale, va diminuer, en particulier chez les garçons. James Fallon est convaincu que la stabilité du foyer familial et une mère compréhensive l'ont empêché de mal tourner. Dans un certain sens, c'est logique, car les gènes et l'environnement sont unis à jamais dans une danse complexe. Songez à notre livre génétique. Tout dépend de la façon dont on va l'interpréter. Certaines phrases, certains paragraphes seront lus, d'autres non. Autrement dit, seuls certains gènes sont actifs. La façon dont vous vivez votre vie détermine donc directement l'activation de tel ou tel gène dans vos cellules. Je ressens la même empathie pour tout le monde. Je n'en éprouve pas plus pour mes proches. Quand je vois un enfant qui souffre, ça me fait mal. Mais je ne serais pas plus bouleversé si c'était un proche. Chez moi, le niveau des émotions est plat, mais suffisamment élevé pour que je sois conscient de la nécessité de bien agir, de faire du bon travail. Je fais des choses pour les gens, mais aussi bien pour un inconnu que pour ma propre sœur. Mes gènes ont en quelque sorte lobotomisé une zone de mon cerveau. Du coup, la partie supérieure, celle qui régit la pensée, est plus efficace, parce qu'elle n'est pas gênée par le fonctionnement du cortex orbital. C'est un grand avantage pour moi. Je peux faire des choses de haut niveau sans être ralenti par les drames de la vie. James Fallon a été diagnostiqué psychopathe prosocial, donc bon psychopathe, et il s'en accommode. Il semble avoir accepté sa biologie avec ses avantages et ses inconvénients. Je me demande si moi-même, je pourrais arriver à une forme d'acceptation, à me réconcilier avec le bagage que je traîne. C'est drôle, j'ai presque l'impression de parler à mon père. Il est mort il y a quelques années. On pourrait dire qu'il avait des traits psychopathiques.
C'était la personne que j'aimais le plus au monde. Il était super. C'est lui qui m'a élevée, c'était mon pilier. Pour lui, j'étais la meilleure. Mais d'un autre côté, rien ne l'atteignait. Il était vraiment... Il pensait que je me faisais du mal. Pourquoi tu t'inquiètes pour toutes ces choses? Ce n'est pas important. Ces choses-là ne se contrôlent pas et pourtant, je me dis qu'il doit bien y avoir un moyen de les contrôler. J'ai donc entrepris ce voyage à travers les gènes pour réunir les informations qui vont m'aider à changer. À ma place, que feriez-vous de ces informations? Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Vous êtes venu là en partie parce que vous souffrez. Oui. Probablement. C'est ce qui vous motive, ce qui vous pousse à agir. Regardez les artistes. Il y a beaucoup de gens créatifs qui sont dépressifs, souvent bipolaires. Ils nagent en eau trouble, là où personne ne veut aller, tout au fond. Ils ne produisent rien, mais quand ils refont surface... Ils en font quelque chose. Oui, ils en ramènent quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est un don. D'après James Fallon, je dois porter un autre regard sur ma vie. Ce que je considère comme une faiblesse peut aussi être une force. Mais c'est facile à dire pour lui. C'est un gentil psychopathe. Il n'a pas tiré des cartes sensibles et fragiles au jeu de la génétique. Pour moi, tous mes facteurs de risque sont des obstacles à surmonter. J'ai entendu parler d'un chercheur qui propose une nouvelle approche de la sensibilité génétique. Il s'appelle Jay Belsky. C'est un psychologue américain. J'apprends qu'il va participer à une conférence à Zurich. Je fais donc un dernier arrêt avant de rentrer chez moi. Je pense qu'un des problèmes liés à l'étude du développement de l'enfant et du développement humain, c'est qu'on a été trop influencé par les Lumières. On est devenus des idéalistes romantiques qui pensent que les humains sont des organismes perfectibles, qu'il suffit d'aimer ses enfants, de s'en occuper et de les stimuler pour instaurer la paix sur Terre. Un biologiste évolutionniste vous le dira, ça n'a pas de sens. La biologie évolutionniste m'a appris à ne pas avoir une vision romantique du développement, car l'objectif principal des êtres vivants, c'est de se reproduire et de transmettre leurs gènes. En tant que psychologue développementaliste, j'étudie les familles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les expériences nous façonnent. Le fait est que nos premières expériences nous façonnent, que ce soit durant les 5 premières secondes, les 5 premiers mois ou les 5 premières années de notre vie. Je me suis dit, attends, le futur est par essence incertain. Alors pourquoi la nature aurait-elle forgé des êtres dont l'avenir est tributaire du sens dans lequel souffle le vent ? Car si les vents tournent, ils tombent tous à l'eau. Et c'est la fin. J'en ai déduit qu'en théorie, on devrait observer une variabilité de la sensibilité aux influences environnementales. J'ai supposé que cette variabilité était plus ou moins innée. Les professeurs Avshalom Caspi et Terry Moffitt sont de proches amis. Avant la parution de leur article, qui est devenu une référence sur l'interaction entre les gènes et l'environnement, j'avais observé leur schéma. Et ce schéma, ce graphique, montrait qu'avec un certain génotype, si vous étiez maltraité, vous risquiez davantage d'être antisocial. J'ai tout de suite remarqué, sur une partie de ce schéma, que les gens présentant un génotype dit vulnérable, et donc plus agressif en cas de maltraitance, comptaient parmi les moins agressifs quand ils n'avaient pas subi de violence. Il apparaissait clairement que dans de mauvaises conditions, conformément aux théories du risque, les enfants porteurs de ces génotypes avaient visiblement mal tourné. Mais dans les quelques études faisant état d'un environnement positif, ou parfois juste de l'absence d'un environnement négatif, c'est-à-dire que les parents n'étaient pas spécialement aimants, mais l'enfant n'était pas maltraité... Une enfance normale. Eh bien, les enfants porteurs de ces gènes s'en tiraient beaucoup mieux que d'autres.
Certains bébés ont un caractère difficile, on a du mal à les calmer. L'un des miens était comme ça. J'en suis venu à me demander comment il n'y avait pas plus de maltraitance. J'avais souvent tellement envie de lui tordre le cou. À votre propre enfant? Oui, mon fils aîné, Daniel. Je disais souvent, c'est une bonne chose qu'on l'ait eu. Pourquoi? Parce que nous, on arrivait à le gérer. Et on voyait très facilement que des parents dépressifs, sans ressources, peu compréhensifs, submergés par le quotidien, auraient pu le jeter contre un mur. Ils auraient pu l'insulter, le frapper. Les parents qui ont ce genre d'enfant, on ne leur dit jamais « Ce gamin va vous pousser à bout, mais c'est un diamant brut. Vous pouvez vraiment le modeler et l'aider à grandir, car il ou elle peut aller très haut. Et il peut tomber très bas aussi. Ça peut être une bénédiction et pas une malédiction. » Un autre concept entre en jeu, le concept de résilience. On est tous les deux des enfants de divorcés. Je deviens un cas désespéré parce que j'ai des caractéristiques à risque. Mes gènes, ma physiologie, peu importe. Vous? Je triomphe. Non, vous ne triomphez pas. C'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous êtes ce que vous êtes, quoi qu'il arrive. Je suis robuste. Exactement. Moi, je suis vulnérable. Vous, vous êtes résiliente. Vous avez tenu bon. Imaginons maintenant un autre scénario. Vous et moi sommes des enfants pauvres. Mais le monde change et on se retrouve dans un milieu, un environnement plein de richesses, plein d'opportunités. Soudain, le garçon à risque, moi, s'épanouit. La personne résiliente, vous, reste égale à elle-même. La résilience n'est donc pas forcément une bonne chose. C'est une bonne chose quand les choses vont mal. Mais quand tout va bien, vous ne saurez peut-être pas en profiter. C'est le moyen qu'utilise la nature pour se couvrir. Quand les choses vont mal, les gens comme vous sentirent mieux que les gens comme moi. Mais quand les choses vont bien, les gens comme moi sentirent mieux que les gens comme vous. Pour moi, c'est une façon très intéressante et positive d'aborder la génétique, car on s'éloigne du modèle médical sain et malade, normal et pathologique. On s'intéresse à la variation biologique, et il y a une explication évolutionniste à la variation biologique. Le fait est qu'il n'y a pas de génome parfait. Non. Pas de physiologie de cerveau parfaite. Non. Tout dépend de l'environnement. Absolument. Prenons mon propre cas. J'ai fait un test génétique et on m'a dit que j'avais 2 exemplaires de l'allèle à risque pour tout. La MAOA, le transporteur de la sérotonine, la COMT, la BDNF. Donc vous devriez être dépressive, antisociale. Oui. J'aurais pu m'en tirer bien plus mal si je n'avais pas grandi dans un certain environnement. Ce qui m'amène à me demander ce qu'il y a pu avoir de positif dans mon enfance. Quand je pense à mon enfance, il y a eu un divorce épouvantable. Mes parents ont commencé à se détester alors que j'avais 10 ans et ils ne se sont plus jamais reparlé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans et mon père était alcoolique. Et pourtant, je le répète, j'étais extrêmement proche de lui. Je l'aimais énormément. Personne n'a une vie parfaite. Ceux qui ont une belle vie n'ont pas une vie parfaite. Eux aussi, ils ont des problèmes. Ce qu'il faut regarder, c'est donc l'ensemble des choses auxquelles on est exposé. Tous les matins, quand j'avais entre 3 et 6 ans, mon père m'emmenait à la maternelle à vélo. C'était 20 minutes de bonheur. On parlait de tout et de rien. Parfois, on jouait aux échecs à l'aveugle. Dans ces instants-là, le monde s'ouvrait à moi. Il n'y a pas de vie parfaite, ni de matériel génétique parfait. Nos gènes ne sont ni bons, ni mauvais. On a tous notre place dans le grand jeu de l'évolution. Et la nature sait mettre à profit toutes nos variations. Mon voyage à travers la génétique m'a permis de lever le voile sur ma propre machinerie interne.
L'information contenue dans les gènes est figée, mais ce n'est qu'un point de départ. L'environnement et les gènes ne sauraient être considérés l'un séparément de l'autre. Il existe entre eux un échange perpétuel. On peut dire que les gènes et l'environnement ont rendez-vous dans notre cerveau. Le cerveau est plastique et malléable. J'ai eu un aperçu des particularités physiques du mien et je pense pouvoir apprendre à contrôler mon amygdale et à modérer mon cortex frontal. Je devrais pouvoir réfréner ma propension à ruminer en pensant autrement. Il n'est peut-être pas possible de changer radicalement de personnalité, mais il est essentiel de voir les possibilités et pas seulement les limites. Changer le regard qu'on a sur soi-même et changer de perspective peut faire toute la différence. Ce que je considérais comme une enfance désastreuse, une personnalité altérée et une constitution génétique fragile m'apparaissent aujourd'hui sous un jour différent. J'aurai sans doute des problèmes à l'avenir, des hommes qui ne me comprendront pas, des nuits sans sommeil. Mais je sens que je me connais mieux, biologiquement parlant, et ça me donne de la force. La révolution génétique ne fait que commencer. Les chercheurs n'ont fait qu'effleurer les possibilités de cette science en plein essor. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme extrêmement complexe fera bientôt naturellement partie de notre vie. Aura-t-on alors la même perception de nous-mêmes? La nature humaine s'en trouvera-t-elle modifiée? Chez moi, le niveau des émotions est plat, mais suffisamment élevé pour que je sois conscient de la nécessité de bien agir, de faire du bon travail. Je fais des choses pour les gens, mais aussi bien pour un inconnu que pour ma propre sœur. Mes gènes ont en quelque sorte lobotomisé une zone de mon cerveau. Du coup, la partie supérieure, celle qui régit la pensée, est plus efficace, parce qu'elle n'est pas gênée par le fonctionnement du cortex orbital. C'est un grand avantage pour moi. Je peux faire des choses de haut niveau sans être ralenti par les drames de la vie. James Fallon a été diagnostiqué psychopathe prosocial, donc bon psychopathe, et il s'en accommode. Il semble avoir accepté sa biologie avec ses avantages et ses inconvénients. Je me demande si moi-même, je pourrais arriver à une forme d'acceptation, à me réconcilier avec le bagage que je traîne. C'est drôle, j'ai presque l'impression de parler à mon père. Il est mort il y a quelques années. On pourrait dire qu'il avait des traits psychopathiques. C'était la personne que j'aimais le plus au monde. Il était super. C'est lui qui m'a élevée, c'était mon pilier. Pour lui, j'étais la meilleure. Mais d'un autre côté, rien ne l'atteignait. Il était vraiment... Il pensait que je me faisais du mal. Pourquoi tu t'inquiètes pour toutes ces choses? Ce n'est pas important. Ces choses-là ne se contrôlent pas et pourtant, je me dis qu'il doit bien y avoir un moyen de les contrôler. J'ai donc entrepris ce voyage à travers les gènes pour réunir les informations qui vont m'aider à changer. À ma place, que feriez-vous de ces informations? Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Vous êtes venu là en partie parce que vous souffrez. Oui. Probablement. C'est ce qui vous motive, ce qui vous pousse à agir. Regardez les artistes. Il y a beaucoup de gens créatifs qui sont dépressifs, souvent bipolaires. Ils nagent en eau trouble, là où personne ne veut aller, tout au fond. Ils ne produisent rien, mais quand ils refont surface... Ils en font quelque chose. Oui, ils en ramènent quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est un don.
D'après James Fallon, je dois porter un autre regard sur ma vie. Ce que je considère comme une faiblesse peut aussi être une force. Mais c'est facile à dire. On ne peut pas dire que vous soyez une personne sociable, mais vous êtes potentiellement très créative. Et ça, vous souffrez parfois d'insomnie. Mais vous faites plein de choses intéressantes. Oui. Mais tout ça, vous le savez déjà, puisque ce test s'appuie sur vos propres réponses. Oui. Je crois qu'on se demande tous ce que c'est que la personnalité. C'est une notion très floue. Eh bien, il y a des gens dont on peut anticiper les réactions. Certains amis, vous vous glissez derrière eux, vous faites du bruit, ils vont sauter au plafond. Alors que d'autres vont simplement dire « Pourquoi tu as fait ça ?» Il existe des différences fondamentales au niveau du système nerveux. C'est ce qui détermine la façon dont les gens réagissent. Par exemple, s'ils ont facilement peur ou pas. Et c'est une constante dans la vie. Si enfant vous aviez facilement peur, vous aurez facilement peur à l'âge adulte. Je me suis intéressé au bonheur. J'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai découvert que ce qui conditionne le bonheur d'un individu, disons de 40 ans, ce n'est pas son salaire, ni la beauté de sa femme, ni sa réussite professionnelle. C'est le bonheur qu'il éprouvait à l'âge de 15 ans. C'est incroyable. C'est choquant en fait. C'est une découverte terrifiante, mais il y a des constantes dans la vie des gens. Les enfants anxieux deviennent des adultes anxieux. Les enfants souriants deviennent des adultes heureux. C'est quelque chose qu'on garde. Si vous leur posez la question, beaucoup de gens vous diront, mais ce n'est peut-être qu'une illusion, qu'ils peuvent changer de personnalité. Vous pouvez changer de vie, mais il y a une différence entre changer de personnalité et changer de vie. Si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, vous pouvez agir. Vous serez toujours enclin à réagir de manière anxieuse. Mais vous pouvez apprendre à gérer votre état. Vous dites qu'on peut changer la façon dont on vit sa vie, mais qu'on ne peut pas vraiment changer de personnalité. Elle reste assez stable toute notre vie. Exact. Diriez-vous que vous êtes plus heureux maintenant que vous avez étudié pendant très longtemps la personnalité et compris ces choses? J'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière scientifique à me lamenter de ne pas être comme ces chercheurs qui refont sans cesse la même expérience, qui persévèrent jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mais ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Il faut essayer d'accepter que nos forces ne sont pas les mêmes que celles des autres. Au lieu de se forcer à changer, il faut se dire « Voilà qui je suis, voilà mes atouts ». C'est très libérateur. Je doute que les gens vous perçoivent comme quelqu'un d'antipathique. Certains doivent se dire que je ne suis pas très chaleureuse. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça comme ça, sur le papier, de l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas très agréable. Pas très agréable. Non. Ça reflète des attitudes négatives face à la vie et au monde en général. Une approche négative et extrêmement critique des choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai l'impression de porter un fardeau, que je me dis, le monde ne tourne pas rond. La vie est dure. Vous trouvez? Oui, c'est ce que je pense parfois. J'ai le sentiment de pédaler dans la semoule. C'est la galère. Mon père était alcoolique, ma mère dépressive. J'ai entendu parler toute mon enfance d'arrière-grand-père et d'oncles lointains qui se sont suicidés, et j'ai moi-même lutté contre des idées sombres. Mais quelle est la part de la génétique dans tout ça? Quel pourcentage de ce que je suis était là dès le départ? Notre vie est-elle prédéterminée dès la naissance par notre matériel génétique? Peut-on se changer soi-même? Et qu'entend-on exactement par patrimoine génétique? Notre ADN est un petit alphabet composé de seulement 4 lettres, A, T, G et C.
On pourrait dire que les êtres humains sont créés à partir d'informations, d'une série de lettres qui, ensemble, forment des phrases. Ces phrases sont nos gènes. Pour moi, ce sont comme les phrases d'un livre, une sorte de schéma interne qui définit nos possibilités. Nous sommes au cœur d'une révolution génétique et les tests sont désormais accessibles à tous. J'ai envoyé un échantillon de salive à un laboratoire islandais qui a identifié, parmi les quelques 25 000 gènes présents dans mes cellules, ceux qui étaient les plus importants. De nos jours, chacun peut étudier son matériel génétique. Les phrases de notre livre personnel nous dévoilent des secrets sur notre apparence physique, sur les maladies auxquelles nous sommes prédisposés. Mais prédisent-elles également ce qui se passe dans notre tête? Nous révèlent-elles qui nous sommes ou qui nous pouvons devenir? J'ai une vision assez sombre du monde, et c'est sous le ciel gris de Newcastle que je vais rencontrer un spécialiste de la personnalité. Daniel Nettle est professeur de psychologie. Il s'intéresse aux mécanismes de la personnalité et aux raisons pour lesquelles nous sommes ce que nous sommes. Vous êtes là. Vous êtes venu là en partie parce que vous souffrez. Oui. Probablement. C'est ce qui vous motive, ce qui vous pousse à agir. Regardez les artistes. Il y a beaucoup de gens créatifs qui sont dépressifs, souvent bipolaires. Ils nagent en eau trouble, là où personne ne veut aller, tout au fond. Ils ne produisent rien, mais quand ils refont surface... Ils en font quelque chose. Oui, ils en ramènent quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est un don. D'après James Fallon, je dois porter un autre regard sur ma vie. Ce que je considère comme une faiblesse peut aussi être une force. Mais c'est facile à dire pour lui. C'est un gentil psychopathe. Il n'a pas tiré des cartes sensibles et fragiles au jeu de la génétique. Pour moi, tous mes facteurs de risque sont des obstacles à surmonter. J'ai entendu parler d'un chercheur qui propose une nouvelle approche de la sensibilité génétique. Il s'appelle Jay Belsky. C'est un psychologue américain. J'apprends qu'il va participer à une conférence à Zurich. Je fais donc un dernier arrêt avant de rentrer chez moi. Je pense qu'un des problèmes liés à l'étude du développement de l'enfant et du développement humain, c'est qu'on a été trop influencé par les Lumières. On est devenus des idéalistes romantiques qui pensent que les humains sont des organismes perfectibles, qu'il suffit d'aimer ses enfants, de s'en occuper et de les stimuler pour instaurer la paix sur Terre. Un biologiste évolutionniste vous le dira, ça n'a pas de sens. La biologie évolutionniste m'a appris à ne pas avoir une vision romantique du développement, car l'objectif principal des êtres vivants, c'est de se reproduire et de transmettre leurs gènes. En tant que psychologue développementaliste, j'étudie les familles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les expériences nous façonnent. Le fait est que nos premières expériences nous façonnent, que ce soit durant les 5 premières secondes, les 5 premiers mois ou les 5 premières années de notre vie. Je me suis dit, attends, le futur est par essence incertain. Alors pourquoi la nature aurait-elle forgé des êtres dont l'avenir est tributaire du sens dans lequel souffle le vent ? Car si les vents tournent, ils tombent tous à l'eau. Et c'est la fin. J'en ai déduit qu'en théorie, on devrait observer une variabilité de la sensibilité aux influences environnementales. J'ai supposé que cette variabilité est... J'avais été insupportable. J'ai souvent l'impression d'être en désaccord avec le monde qui m'entoure. Si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre. C'est comme si ma personnalité se retournait contre moi. J'aimerais changer. Je m'appelle Lone Frank. Je suis danoise, je suis auteure, journaliste et titulaire d'un doctorat en neurobiologie. Je ne crois pas à l'âme. Ou plutôt, je crois que ce qu'on appelle l'âme
est purement biologique. Le point de départ, c'est notre génome. Il joue un rôle décisif dans la façon dont nous fonctionnons et dont réagit notre cerveau. Nous, les humains, nous sommes des machines biologiques complexes et j'aimerais trouver le moyen de changer en apprenant à me connaître moi-même. J'ai décidé de faire un voyage, de rendre visite à des généticiens de renommée mondiale pour comprendre mon propre héritage génétique. Mais je dois d'abord savoir qui je suis et évaluer ma personnalité. À cet effet, je vais utiliser un outil scientifique reconnu, le modèle en 5 facteurs. Ce test révèle les dimensions et les facettes de la personnalité. Je réponds à un questionnaire en ligne en 200 points, puis je rencontre un psychologue pour faire le bilan. On peut décrire la personnalité à l'aide de 5 facteurs qui s'appliquent à chacun de nous. Le premier, ce sont les réactions émotionnelles. On mesure les émotions négatives et l'impact qu'elles produisent. Votre score est élevé. Qu'en dites-vous? J'en ai toujours eu conscience. S'il y a une chose qui me caractérise, c'est bien ça. Je me focalise sur les choses négatives. La dimension suivante, c'est l'extraversion. Et là, votre score est faible. Les personnes situées tout en haut de l'échelle aiment la compagnie des autres. Honnêtement, j'ai l'impression que les gens me pompent mon énergie. Alors, ça veut dire que... En fait, je n'aime pas beaucoup les gens. D'accord. Surtout s'ils s'approchent trop près. La dimension suivante, c'est l'agréabilité. Votre score pourrait difficilement être plus bas. Cette dimension correspond aux relations humaines. Les gens qui obtiennent un score élevé vont vers les autres. Ceux qui ont un score faible les tiennent à Notre matériel génétique, peut-on se changer soi-même? Et qu'entend-on exactement par patrimoine génétique? Notre ADN est un petit alphabet composé de seulement 4 lettres, A, T, G et C. On pourrait dire que les êtres humains sont créés à partir d'informations, d'une série de lettres qui, ensemble, forment des phrases. Ces phrases sont nos gènes. Pour moi, ce sont comme les phrases d'un livre, une sorte de schéma interne qui définit nos possibilités. Nous sommes au cœur d'une révolution génétique et les tests sont désormais accessibles à tous. J'ai envoyé un échantillon de salive à un laboratoire islandais qui a identifié, parmi les quelques 25 000 gènes présents dans mes cellules, ceux qui étaient les plus importants. De nos jours, chacun peut étudier son matériel génétique. Les phrases de notre livre personnel nous dévoilent des secrets sur notre apparence physique, sur les maladies auxquelles nous sommes prédisposés. Mais prédisent-elles également ce qui se passe dans notre tête? Nous révèlent-elles qui nous sommes ou qui nous pouvons devenir? J'ai une vision assez sombre du monde, et c'est sous le ciel gris de Newcastle que je vais rencontrer un spécialiste de la personnalité. Daniel Nettle est professeur de psychologie. Il s'intéresse aux mécanismes de la personnalité et aux raisons pour lesquelles nous sommes ce que nous sommes. J'ai fait le test du modèle en 5 facteurs. Jetez-y un œil. Je suis quel genre de personne? Une seconde. On ne peut pas dire que vous soyez une personne sociable, mais vous êtes potentiellement très créative. Et ça, vous souffrez parfois d'insomnie, mais vous faites plein de choses intéressantes. Oui. Mais tout ça, vous le savez déjà, puisque ce test s'appuie sur vos propres réponses. Oui. Je crois qu'on se demande tous ce que c'est que la personnalité. C'est une notion très floue. Eh bien, il y a des gens dont on peut anticiper les réactions. Certains amis, vous vous glissez derrière eux, vous faites du bruit, ils vont sauter au plafond. Alors que d'autres vont simplement dire « Pourquoi tu as fait ça ?» Il existe des différences fondamentales au niveau du système nerveux. C'est ce qui détermine la façon dont les gens réagissent.
Par exemple, s'ils ont facilement peur ou pas. Et c'est une constante dans la vie. Si enfant vous aviez facilement peur, vous aurez facilement peur à l'âge adulte. Je me suis intéressé au bonheur. Environnement. Absolument. Prenons mon propre cas. J'ai fait un test génétique et on m'a dit que j'avais 2 exemplaires de l'allèle à risque pour tout. La MAOA, le transporteur de la sérotonine, la COMT, la BDNF. Donc vous devriez être dépressive, antisociale. Oui. J'aurais pu m'en tirer bien plus mal si je n'avais pas grandi dans un certain environnement. Ce qui m'amène à me demander ce qu'il y a pu avoir de positif dans mon enfance. Quand je pense à mon enfance, il y a eu un divorce épouvantable. Mes parents ont commencé à se détester alors que j'avais 10 ans et ils ne se sont plus jamais reparlé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans et mon père était alcoolique. Et pourtant, je le répète, j'étais extrêmement proche de lui. Je l'aimais énormément. Personne n'a une vie parfaite. Ceux qui ont une belle vie n'ont pas une vie parfaite. Eux aussi, ils ont des problèmes. Ce qu'il faut regarder, c'est donc l'ensemble des choses auxquelles on est exposé. Tous les matins, quand j'avais entre 3 et 6 ans, mon père m'emmenait à la maternelle à vélo. C'était 20 minutes de bonheur. On parlait de tout et de rien. Parfois, on jouait aux échecs à l'aveugle. Dans ces instants-là, le monde s'ouvrait à moi. Il n'y a pas de vie parfaite, ni de matériel génétique parfait. Nos gènes ne sont ni bons, ni mauvais. On a tous notre place dans le grand jeu de l'évolution. Et la nature sait mettre à profit toutes nos variations. Mon voyage à travers la génétique m'a permis de lever le voile sur ma propre machinerie interne. L'information contenue dans les gènes est figée, mais ce n'est qu'un point de départ. L'environnement et les gènes ne sauraient être considérés l'un séparément de l'autre. Il existe entre eux un échange perpétuel. On peut dire que les gènes et l'environnement ont rendez-vous dans notre cerveau. Le cerveau est plastique et malléable. J'ai eu un aperçu des particularités physiques du mien et je pense pouvoir apprendre à contrôler mon amygdale et à modérer mon cortex frontal. Je devrais pouvoir réfréner ma propension à ruminer en pensant autrement. Il n'est peut-être pas possible de changer radicalement de personnalité, mais il est essentiel de voir les possibilités et pas seulement les limites. Changer le regard qu'on a sur soi-même et changer de perspective peut faire toute la différence. Ce que je considérais comme une enfance désastreuse, une personnalité altérée et... Le chien aboie, je me lève, je sors de mon lit et je vais voir ce qui se passe. Je vais voir mon chien, je regarde par la fenêtre et je constate que c'est juste une bande de gamins qui passent en faisant du bruit. Mon devoir en tant que maître, en tant que personne responsable, est de dire à mon chien « tout va bien, on retourne se coucher ». Si je ne le fais pas, le chien va continuer à aboyer encore et encore. C'est en gros ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui présente des troubles anxieux et même dans une certaine mesure des troubles dépressifs. Une personne dépressive donne l'impression d'être coupée du monde, repliée, centrée sur elle-même. Son état est à bien des égards la conséquence d'une réaction excessive. La personne a été bombardée de stimulation. Son amygdale a réagi de manière excessive, faute d'un contrôle préfrontal approprié. Et elle s'est renfermée en elle-même. En parlant de chien, j'imagine facilement ma propre amygdale comme un berger allemand grognant et me mordant les talons. Le stress est semblable à un nuage constamment au-dessus de ma tête. Je ne peux y échapper. Les autres ont le droit de se détendre et de profiter de la vie. Moi, je suis une vraie pelote de nerfs. Vous dites que les gènes ont une influence directe sur mon tempérament très tendu. Oui. La génétique nous aide à comprendre comment est ce chien, s'il est gros, s'il aboie fort.
Il y a aussi des gènes impliqués dans la capacité du cortex préfrontal à réguler l'amygdale. Êtes-vous un bon ou un mauvais maître? Une de ces variantes se trouve dans un gène appelé COMT. Le COMT intervient pour réguler le taux de dopamine, en particulier dans le cortex préfrontal. Là encore, il en existe deux versions, la VAL et la MET. Concrètement, ça signifie que lorsqu'on est porteur de l'allèle MET, admettons que vous soyez MET-MET. Je le suis. D'accord, donc vous avez relativement plus de dopamine dans votre cortex préfrontal. Ce qui signifie que quand on vous confie une tâche, vous êtes précise et concentrée. Vous êtes capable de focaliser votre attention et de mener le travail jusqu'au bout. Le problème, c'est ce qu'on appelle la persévération. Vous avez fait taire votre chien, les gens ont dépassé votre maison, tout est calme, il n'y a plus de danger. Et pourtant, quand vous retournez vous coucher, vous revenez constamment sur ce qui s'est passé. Je rumine. Oui, vous ressassez. Vous pensez, oh là là, le chien a aboyé. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce qu'ils faisaient dehors, ces gens? Donc, D'après James Fallon, je dois porter un autre regard sur ma vie. Ce que je considère comme une faiblesse peut aussi être une force. Mais c'est facile à dire pour lui. C'est un gentil psychopathe. Il n'a pas tiré des cartes sensibles et fragiles au jeu de la génétique. Pour moi, tous mes facteurs de risque sont des obstacles à surmonter. J'ai entendu parler d'un chercheur qui propose une nouvelle approche de la sensibilité génétique. Il s'appelle Jay Belsky. C'est un psychologue américain. J'apprends qu'il va participer à une conférence à Zurich. Je fais donc un dernier arrêt avant de rentrer chez moi. Je pense qu'un des problèmes liés à l'étude du développement de l'enfant et du développement humain, c'est qu'on a été trop influencé par les Lumières. On est devenus des idéalistes romantiques qui pensent que les humains sont des organismes perfectibles, qu'il suffit d'aimer ses enfants, de s'en occuper et de les stimuler pour instaurer la paix sur Terre. Un biologiste évolutionniste vous le dira, ça n'a pas de sens. La biologie évolutionniste m'a appris à ne pas avoir une vision romantique du développement, car l'objectif principal des êtres vivants, c'est de se reproduire et de transmettre leurs gènes. En tant que psychologue développementaliste, j'étudie les familles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les expériences nous façonnent. Le fait est que nos premières expériences nous façonnent, que ce soit durant les 5 premières secondes, les 5 premiers mois ou les 5 premières années de notre vie. Je me suis dit, attends, le futur est par essence incertain. Alors pourquoi la nature aurait-elle forgé des êtres dont l'avenir est tributaire du sens dans lequel souffle le vent ? Car si les vents tournent, ils tombent tous à l'eau. Et c'est la fin. J'en ai déduit qu'en théorie, on devrait observer une variabilité de la sensibilité aux influences environnementales. J'ai supposé que cette variabilité était plus ou moins innée. Les professeurs Avshalom Caspi et Terry Moffitt sont de proches amis. Avant la parution de leur article, qui est devenu une référence sur l'interaction entre les gènes et l'environnement, j'avais observé leur schéma. Et ce schéma, ce graphique, montrait qu'avec un certain génotype, si vous étiez maltraité, vous risquiez davantage d'être antisocial. J'ai tout de suite remarqué, sur une partie de ce schéma, que les gens présentant un génotype dit vulnérable, et donc plus agressif en cas de... Ont développé nos propensions génétiques. Je trouve ça extrêmement intéressant de se dire que le seul environnement qui ne semble pas affecter notre personnalité, notre psychologie, c'est précisément celui qu'on croyait être la base de tout. L'environnement familial,
le père et la mère. C'est tellement contraire à l'intuition. Ça paraît incroyable. Mais comme l'a dit Robert Plomin, en observant des enfants, des jeunes enfants, voire des fœtus, on constate que leur réaction aux stimuli et aux événements est à la fois différente et caractéristique. Donc oui, on a bel et bien une personnalité, et celle-ci s'acquiert très tôt. Si les gènes nous façonnent davantage que ne le font nos parents, comme l'affirme Robert Plomin, j'ai besoin d'en savoir plus à leur sujet, de connaître leur rôle exact. Je contacte l'université Duke, en Caroline du Nord, pour prendre rendez-vous avec un spécialiste dont les travaux repoussent les limites des connaissances. Pendant mon vol au-dessus de l'Atlantique, je me plonge dans les premières études qui décrivent les interactions entre les gènes et l'environnement. Une lecture intéressante. Nous connaissons une poignée de gènes qui agissent dans notre cerveau et exercent une influence déterminante sur notre psychisme et notre personnalité. 2 de ces gènes sont appelés MAOA et SERT. Ils présentent chacun 2 variantes qui ont une influence différente sur la chimie du cerveau. Une variante robuste et une variante sensible. Alors qu'ils étudiaient ces variantes il y a 10 ans, les psychologues Terry Moffitt et Avshalom Caspi ont réalisé une percée scientifique majeure. En examinant plus de 1000 individus, ils ont découvert que la combinaison de l'environnement et de telle ou telle version de ces gènes a une influence majeure sur le comportement de l'enfant devenu adulte. Une variante sensible du gène MAOA couplée à une enfance traumatisante entraîne un risque accru d'agressivité, voire de délinquance. De même, une variante sensible du gène SERT couplée à des traumatismes subis dans l'enfance entraîne un risque accru de dépression. En bref, ce ne sont pas les gènes seuls ni les traumatismes seuls qui déterminent notre développement. Tout dépend de la façon dont a été concocté notre cocktail personnel d'inné et d'acquis. L'étude de mon propre matériel génétique m'a désagréablement surpris. Elle était également désactivée. Chez ces personnes, la zone du cerveau qui nous dit « attention, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça », cette zone était désactivée. J'étais assis à mon bureau. J'avais une énorme pile de scanners. Beaucoup de meurtriers. Des meurtriers impulsifs, des psychopathes, quelques gens normaux. Et là, on frappe à la porte. Dave, notre chef technicien, entre et me dit « J'ai les scanners de ta famille ». Je lui dis « Ok, pose-les là ». Je ne pouvais pas faire une analyse complète, je les ai examinés rapidement. Je fais ça depuis assez suffisamment longtemps pour déceler rapidement un problème. Le premier était normal, je passe au deuxième, au troisième, je l'examine, aucun problème. Le quatrième, j'arrive en bas de la pile, je regarde le dernier, et là, ça me saute aux yeux. Je me dis, c'est un meurtrier psychopathe, ou du moins un psychopathe. On ne peut pas identifier un meurtrier à partir d'un scanner, mais il y a des signes distinctifs. Je me suis dit qu'il devait être dans la mauvaise pile, parce qu'il ressemblait à tous les scanners de meurtriers de l'autre pile. J'ai appelé Dave, je lui ai dit « J'ai besoin de ton aide, tu as dû te tromper de pile ». Il est parti vérifier, et il est revenu en disant « Non, c'est bien un membre de ta famille ». J'ai dit « Bon, il faut qu'on sache qui c'est ». On a retiré le scellé et on a lu « James Fallon ». C'était moi. Sur le coup, j'ai éclaté de rire. Ça m'a complètement décontenancé, mais ça ne m'a pas inquiété, parce que je sais que je n'ai jamais tué ni violé qui que ce soit. J'étais un vilain garnement quand j'étais petit, mais c'est tout. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, alors que vous avez le même schéma cérébral que tous ces assassins, vous êtes un brave type. Si, ça a été le point de départ d'une enquête qui a duré plusieurs années. James Fallon et moi poursuivons le même but, une meilleure connaissance de nous-mêmes au niveau moléculaire. Nous partageons une fascination commune et il est aussi d'excellente compagnie. Il est drôle, il entraîne tous ceux qui l'entourent. Il arrive même à faire sortir de sa coquille un escargot comme moi. Il m'a invité à un barbecue avec ses 3 frères à Saratoga Springs. Me voilà au milieu d'une famille unie par des liens chaleureux.
Cela me rappelle que je n'ai moi-même quasiment aucune famille. Je trouve ce lien biologique étrange. Les 4 frères sont très différents, mais ils présentent aussi de profondes similitudes. Ils sont énergiques, extravertis, et ils ont besoin de se sentir exister. Le cortex préfrontal a régulé l'amygdale. Êtes-vous un bon ou un mauvais maître? Une de ces variantes se trouve dans un gène appelé COMT. Le COMT intervient pour réguler le taux de dopamine, en particulier dans le cortex préfrontal. Là encore, il en existe 2 versions, l'aval et la MET. Concrètement, ça signifie que lorsqu'on est porteur de l'allèle MET, admettons que vous soyez MET-MET. Je le suis. D'accord, donc vous avez relativement plus de dopamine dans votre cortex préfrontal. Ce qui signifie que quand on vous confie une tâche, vous êtes précise et concentrée. Vous êtes capable de focaliser votre attention et de mener le travail jusqu'au bout. Le problème, c'est ce qu'on appelle la persévération. Vous avez fait taire votre chien, les gens ont dépassé votre maison, tout est calme, il n'y a plus de danger. Et pourtant, quand vous retournez vous coucher, vous revenez constamment sur ce qui s'est passé. Je rumine. Oui, vous ressassez. Vous pensez, oh là là, le chien a aboyé. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce qu'ils faisaient dehors, ces gens? Le matin, vous y penserez encore. Vous n'aurez pas fermé l'œil. C'est tout moi, ça. D'accord. Vous comprenez que cette manière de penser peut être très destructrice. La rumination et la persévération sont des symptômes de base de la dépression. Je sais que l'être humain n'est qu'une machinerie biologique, mais c'est une sensation étrange d'être capable de relier cette connaissance abstraite à quelque chose qu'on sent au plus profond de soi. Les mécanismes chimiques évoqués par Ahmad Hariri collent parfaitement avec ma propre expérience du monde, avec ma façon de le voir, de le ressentir. Je ne connais que trop bien la rumination. Il suffit qu'un ami me fasse une remarque pour que je me mette à ruminer. Je me réveille à 4 heures du matin et je me répète de manière obsessionnelle « Que voulait-il dire par là ?» Je suis le genre de personne qui s'inquiète de tout. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que j'ai choisi le bon métier? Est-ce que j'accomplirai quelque chose dans ma vie? Mon cas corrobore les découvertes des scientifiques sur le gène COMT. Les gens comme moi, porteurs de 2 allèles MET, appartiennent à la catégorie des inquiets, tandis que les gens qui possèdent 2 allèles VAL sont des fonceurs, des guerriers. Les guerriers agissent et réagissent, alors que les inquiets méditent et ruminent. Maintenant que je connais ces données génétiques, est-ce que j'ai un moyen d'agir? Je possède tous les allèles dits à risque. Et j'ai aussi des problèmes de personnalité. Névrosisme élevé,